Oui, merci Claude. Bonjour tout le monde. Bienvenue. En fait, c'est pas nos locaux, c'est ceux du port de Québec, mais bienvenue sur le bord de l'eau, évidemment, un endroit qui est tout à fait désigné pour l'annonce d'aujourd'hui, à savoir le corridor où sera, non pas le tracé, mais bien le corridor où sera implanté le futur troisième lien entre Québec et Lévis. On est ici dans les installations, donc je l'ai dit, qui appartiennent au port de Québec. Donc, on est tout près de l'eau. Alors, l'endroit tout désigné parce qu'aujourd'hui, c'est une belle journée. C'est une autre journée où on franchit une autre étape qui jamais n'a été franchie auparavant vers la réalisation, enfin, d'un troisième lien entre Québec et Lévis. Un projet, on le sait, qui est très cher aux citoyens, aux citoyens oui, de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches, aussi aux entrepreneurs de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches, notamment nos PME. Donc, très heureuse d'être ici avec vous ce matin, simplement pour contextualiser la chose. Vous le savez, il y a tout juste un an, en fait, il y a précisément un an, le 12 juin 2024, on présentait le rapport de la CDPQ Infra qui faisait état de la mobilité ou une sorte de vision de la mobilité dans la communauté métropolitaine de Québec, donc le Grand Québec, incluant Lévis. Il y avait évidemment une partie importante qui portait sur le tramway, mais on amenait aussi la question du troisième lien, la question de la sécurité économique. Il y avait des extraits du rapport de la CDPQ Infra qui déjà faisait valoir que l'absence d'une redondance puis de possibilités alternatives, notamment pour le transport de marchandises, posait des enjeux dans la grande communauté métropolitaine de Québec. Donc, à la suite de ça, on avait dit, nous, le troisième lien, on veut le réaliser, on croit à ce projet-là, on sait qu'il est nécessaire, alors on va franchir toutes les étapes une par une vers sa réalisation. Et j'avais pris l'engagement de venir rendre compte publiquement de chacune de ces étapes-là au fur et à mesure qu'on les franchit. L'automne dernier, on a fait l'appel d'intérêt. Vous vous souvenez, le 11 octobre, j'avais fait l'annonce qu'on lançait un appel d'intérêt international pour notre projet de troisième lien. Donc, pour la toute première fois, on sortait le projet de troisième lien du ministère des Transports et on le présentait sur les marchés internationaux pour tester l'intérêt des gens à venir faire ce projet avec nous et aussi à faire un premier projet en mode collaboratif avec le Québec. On se rappelle aussi que l'an dernier, on a fait adopter, mon collègue Jonathan Julien, ministre des Infrastructures, une loi qui nous permet de réaliser des projets d'infrastructure maintenant au gouvernement en mode collaboratif. Donc, une nouvelle façon de faire les projets d'infrastructure, pas seulement au transport, mais dans l'ensemble de nos infras, qui sera utilisée pour notre projet de troisième lien. Donc, l'automne dernier, on disait au marché, aux gens, à l'international, on veut faire un projet de troisième lien au Québec, à Québec, entre Québec et Lévis, et on veut le faire en mode collaboratif. Beaucoup d'intérêt, 23 entreprises qui se sont montrées intéressées, qu'on a rencontrées, avec qui on a discuté. Ensuite de ça, prochaine étape qui était en février dernier, les portes ouvertes. Donc, on a organisé des portes ouvertes à Québec et à Lévis les 26 et 27 février dernier. 514 personnes qui se sont présentées, beaucoup d'intérêt, qu'on a sondé aussi. Il y avait un questionnaire, là, pour ceux qui étaient venus, il y avait un questionnaire donc, où on les questionnait sur les éléments qui étaient les plus intéressants, les plus pertinents, les plus importants pour eux, sur l'intérêt aussi d'avoir fait cet exercice-là de porte ouverte qui a été, somme toute, très bien reçu. Je pense que c'était une bonne chose parce qu'encore une fois, on sortait le projet du ministère des Transports et on allait l'expliquer et le présenter aux citoyens de Québec et de la Rive-Sud de Québec. Et par la suite, je vous disais, la prochaine étape importante, ce sera l'annonce du corridor d'implantation du troisième lien. Et je faisais la nuance au début, non pas le tracé, mais bien le corridor, parce que vous vous souvenez notamment qu'aux portes ouvertes, il y avait 4 corridors qui étaient étudiés, qui étaient basés sur le rapport de la CDPQ Infra. Donc, à l'est des ponts actuels jusqu'à l'ouest de l'île d'Orléans. On avait en fait 5 corridors, mais celui de centre-ville à centre-ville avait déjà été exclu par sa complexité. Donc, on en avait 2 plus à l'ouest, 2 plus à l'est. Et je vous disais, on va continuer, nous, d'analyser les différents corridors. Puis, prochaine étape, on va venir vous annoncer le corridor qui sera sélectionné. Donc, on est aujourd'hui à cette étape-là très importante. Pourquoi on fait cette annonce-là et qu'on n'attend pas, par exemple, plus tard d'avoir un tracé plus précis? Bien, parce que, premièrement, on avait dit aux gens, nous, à mesure qu'on franchit les étapes, on va venir vous le dire publiquement et proactivement. Donc, d'attendre d'avoir un tracé quelques mois plus tard, premièrement, l'information aurait risqué de s'ébruiter, donc il aurait fallu venir répondre de toute façon, confirmer, infirmer. Ça aurait sorti de manière peut-être pas optimale pour le bénéfice des citoyens. Ça aurait suscité plus de questions que de réponses. Donc, on préfère venir le dire à cette étape-ci. Voici le corridor et on va vous revenir à l'automne avec le tracé plus précis. Donc, question d'être transparent et proactif et de respecter les engagements qu'on avait pris, de venir annoncer chacune des étapes à mesure qu'elles sont franchies.
Donc, ce fameux corridor, et d'ailleurs, on le voit, on n'avait même pas encore fait l'annonce qui était prévue ce matin, que déjà ça s'est ébruité dans certains médias. Alors, ce fameux corridor qui a été retenu, c'est le corridor qui rejoint l'autoroute 20, l'autoroute Jean-Lesage sur la rive sud de Québec, la rive sud du fleuve, vers l'autoroute 40, donc l'autoroute Félix-Leclerc sur la rive nord de Québec. Pour la rive sud, on part d'un seul endroit, un seul et même endroit, donc dans l'axe du chemin des îles, à partir de l'autoroute 20, comme je le disais. On traverse sur la rive nord et sur la rive nord, on vient se connecter à l'autoroute 40. Et il y a deux possibilités, deux axes possibles pour se rendre jusqu'à la 40. Un des axes via l'autoroute Robert-Bourassa et un des axes via le boulevard Pierre-Bertrand. Donc, c'est actuellement, et vous avez d'ailleurs ici à ma droite, vous avez l'image en question pour le bénéfice des gens des médias et aussi pour le bénéfice des citoyens. Donc, qui illustre très bien ce que je suis en train de décrire. On voit le point de départ sur la rive sud de l'autoroute 20 et on voit qu'il y a en quelque sorte deux têtes, si vous me passez l'expression, deux possibilités, deux axes possibles sur la rive nord, Robert-Bourassa, plus à l'ouest, et Pierre-Bertrand, plus à l'est. Donc ça, c'est le fameux corridor. C'est celui qui correspondait au corridor numéro 2, pour ceux qui se réfèrent à la carte qu'on avait présentée, entre autres, aux portes ouvertes. Et c'est le corridor qui est le plus optimal sur la base de l'analyse qui a été faite, de la documentation qui a été faite de chacun des 4 corridors qu'on a évalués. Pourquoi? Bien, parce qu'il répond aux grands objectifs du troisième lien. Et ce sont quoi les grands objectifs? On s'en rappelle, c'est un projet de développement économique, de sécurité commerciale, assurer une redondance pour le transport des marchandises, le transport des biens, le transport des personnes aussi, assurer une fluidité dans la circulation régionale qui soit optimale pour les gens, pour les travailleurs, pour nos PME, pour les marchandises, etc. Mais aussi, on a 5 grandes cibles dans ce projet-là. Donc, la sécurité commerciale, je l'ai dit, le développement économique, le transport des marchandises, la fluidité de la circulation et aussi le transport collectif. Donc, ce corridor-là nous permet d'être optimal aussi en termes d'insertion ou d'ajout de transport collectif parce qu'il est évidemment plus près de ce qui s'organise en ce moment, ce qui est déjà à la disponibilité des gens en termes de transport collectif et ce qui s'en vient dans le futur en termes de transport collectif. Donc, quand je parle de développement économique et de sécurité commerciale, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire de permettre aux entreprises, de permettre aux véhicules lourds, aux gens qui ont à se déplacer, aux marchandises qui ont à se déplacer, d'avoir un meilleur accès, que ce soit aux pôles industriels, aux pôles logistiques, aux pôles commerciaux, aux installations portuaires, de permettre aussi à nos PME d'avoir une sécurité dans le sens où, oui, pour sécuriser le transport des marchandises, mais aussi la mobilité des travailleurs, le recrutement, le déplacement des personnes, le développement aussi de nos entreprises. Je ne sais pas si vous avez vu, hier, il y a un sondage qui est sorti de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Donc ça, c'est une fédération qui, comme son nom le dit, regroupe des entreprises, des PME, 22 000 membres au Québec pour cette fédération, donc très représentative, qui a sondé les PME ici dans la grande région de Québec. Et 64 des répondants disent que pour eux, c'est très important, c'est urgent de construire un troisième lien. Une partie de ces gens-là disaient qu'ils sont même stressés à l'idée qu'il y ait éventuellement un problème de fluidité à cause d'un problème sur les ponts et qui sont stressés du fait qu'on doit commencer le plus rapidement possible à se mettre au travail en vue de planifier et de réaliser le troisième lien. Parce qu'évidemment, construire un lien terrestre, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, en 6 mois ou en 1 an. Là. Donc, si on veut éviter des situations d'urgence, comme on a vécu avec l'île d'Orléans, parce qu'avant notre arrivée, les gens ont repoussé la reconstruction du pont de l'île d'Orléans. Alors nous, on se doit le faire en urgence. En ce moment, on est en train de le reconstruire. Comme il est arrivé avec le pont de l'île aux Tourtes dans l'ouest de l'île de Montréal, où on a repoussé dans les années avant nous. Et nous, on est arrivé, on a dû le fermer en urgence. On est en train de le reconstruire en urgence. Donc, cette espèce d'idée-là de toujours repousser dans le temps et d'éviter et de se priver de planifier à l'avance intelligemment, rapidement, efficacement, mais intelligemment, de planifier la reconstruction ou la construction d'une infrastructure qui est majeure et qui est déterminante, notamment pour l'économie d'une région, puis le transport et l'aspect commercial des régions, puis la mobilité des personnes. Donc, de se priver de cette occasion-là, ce ne serait pas le choix responsable. Raison pour laquelle nous, on souhaite et on est en train de réaliser le troisième lien. Ce corridor, je l'ai dit, il est optimal pour des questions économique, pour des questions de sécurité pour nos PME, pour des questions aussi de fluidité des travailleurs et des personnes, pour des questions de transport collectif. Et j'ajouterais pour certains points particuliers par rapport à des corridors dans l'Est.
C'est sûr qu'ultimement, nous, parmi les critères à la lumière desquels les corridors ont été évalués, il y a la question du transport, de l'économie, de la circulation, évidemment, de l'aménagement du territoire, l'environnement, mais il y a aussi les défis de construction, les risques associés au projet et ultimement les coûts. Parce qu'au final, les gens, la question qu'on va se poser à la fin, quel est le meilleur projet au meilleur coût? Nous, c'est ça notre objectif, le meilleur projet au meilleur coût. Et quand on regarde les différences entre le corridor qui a été retenu, numéro 2, et les corridors plus à l'est, il y a une chose qui est flagrante, qui est évidente et qui est incontournable, c'est la longueur et la hauteur du pont qui va être nécessaire. À l'est, on est ici à l'est, dans un corridor à l'est, à cause de la largeur du fleuve, le pont construit à l'est devrait être plus de 2 fois plus long que le pont qui sera nécessaire dans le corridor que vous voyez ici, numéro 2. On parle ici d'un pont d'une longueur environ de 2,8 km et pour le corridor à l'est, 5,8 km. Donc, plus de 2 fois plus long. À l'évidence, un pont plus de 2 fois plus long, évidemment, va coûter plus cher. On parle aussi d'un pont 20 mètres plus haut. Vous savez, ça prend un dégagement par rapport à la hauteur de l'eau, par rapport à la hauteur de la marée. Donc, pour le pont dans le corridor ici, on aura la même hauteur que les ponts actuels, pont de Québec, pont Pierre-Laporte, environ 53 mètres de dégagement. Si on avait construit à l'est, il aurait fallu un dégagement, une hauteur supplémentaire de 20 mètres. Donc, beaucoup plus haut et beaucoup plus long parce qu'il fallait dégager la voie maritime. Les bateaux de croisière arrivent par l'est, doivent se rendre au port de Québec. Donc, ça aurait pris un dégagement 20 mètres plus haut que le corridor qu'on a ici, qui aura le même dégagement que les ponts actuels. Donc, simplement sur ces deux considérations-là, la hauteur et la longueur du pont, à l'évidence, le projet aurait coûté plus cher dans ce corridor-là. Parce qu'on le sait, le corridor de l'Est aussi a été considéré et les deux options avaient des avantages et des inconvénients. C'est pour ça qu'au final, on parle plus de défis de construction et de coûts qui deviennent des facteurs discriminants parce qu'évidemment, il y a une question de gestion budgétaire aussi au final dans ce genre de projet-là. Il y a aussi d'autres éléments qui sont à considérer, qui sont très importants et qui font une différence majeure entre les deux corridors. Les terres agricoles. Dans le corridor à l'est, on avait sur la rive sud des terres agricoles. Donc, il y aurait eu un enjeu, fort probablement, en fait, assurément, il y aurait eu un enjeu avec ce zonage-là des terres agricoles, les discussions avec l'Union des producteurs agricoles qui font en sorte que cette considération-là devait être prise très au sérieux. Il y a aussi sur la rive nord le Vieux-Québec qui fait partie du site désigné de patrimoine désigné classement mondial patrimoine de l'UNESCO. Alors, visuellement, construire un pont à cet endroit-là et le faire arriver dans le site du Vieux-Québec aurait posé un enjeu. Il y a également un autre élément qui faisait une grosse différence, c'est l'empiètement dans le fleuve. En construisant le pont dans le corridor que vous voyez, ce sera comme le pont Pierre-Laporte. Donc, on n'aura pas besoin de mettre des installations permanentes dans le fleuve pour le pont. Il y en aura de façon temporaire pendant la construction, mais pas de façon permanente. En construisant à l'est, avec un pont aussi long, on n'avait pas le choix de mettre des installations, de mettre des piles, de l'infrastructure directement dans l'eau. Alors là, évidemment, on s'expose à plus de complexité en termes d'autorisation environnementale, en termes aussi, parce qu'il y a le gouvernement fédéral qui est un partenaire incontournable aussi en matière d'autorisation puis je dirais, de collaboration pour ce genre de projet-là. Mais en ayant des installations permanentes dans le fleuve, c'est autrement plus complexe d'obtenir des autorisations qu'en ayant des installations temporaires, le temps de faire une construction, en s'engageant à les retirer par la suite. Donc, je vous dirais que ça fait le tour des critères ou des éléments majeurs qui permettaient de différencier ou, disons, de faire une évaluation différenciée de chacun des corridors qui, au final, font en sorte que le corridor 2 est le plus optimal, je vous l'ai dit, sur le plan du développement économique, de la sécurité commerciale, le transport collectif, les éléments que je vous ai mentionnés, donc la longueur, la hauteur, alors le coût, la complexité de construire en empiétant dans le fleuve, la présence de terres agricoles et la présence du site de l'UNESCO sur la rive nord font en sorte que le corridor numéro 2 est le plus optimal. Évidemment, je vous l'ai dit, il s'agit d'un corridor. Vous voyez qu'il y a deux possibilités sur la rive nord. Donc, la prochaine étape, concrètement, aujourd'hui, on annonce le corridor. La prochaine étape,
administrativement parlant, je vous dirais, c'est de déposer l'avis de projet au ministère de l'Environnement. Donc, encore une étape qui jamais n'avait été franchie auparavant, mais qu'on se doit de faire pour enclencher la procédure d'évaluation et d'impact sur l'environnement. Éventuellement, s'il devait y avoir un BAP, ce sera la décision du ministère, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait un BAP sur ce genre de projet-là. Alors, rapidement, dans les prochaines semaines, on va faire ce dépôt-là. Il y aura cette procédure-là qui va être enclenchée. Et je vous dirais, la prochaine étape significative publique, la prochaine fois que je viendrai vous annoncer une nouvelle étape, ce sera, et vous avez l'échéancier qui est ici, là, cet automne, on aura le tracé plus précis. Et on aura le budget cible, parce qu'aujourd'hui, il est trop tôt pour s'avancer sur un montant, s'avancer sur un budget cible. On n'a pas encore suffisamment raffiné certaines évaluations, certains paramètres du projet pour s'avancer sur un coût. Vous le savez, quand on avance un coût, il faut être le plus certain possible, il faut être sérieux, il faut que ce soit basé sur une conception, ou en tout cas des éléments conceptuels plus avancés que ce qu'on a actuellement. Donc, plutôt que de donner un chiffre qui serait trop approximatif, on préfère faire le travail convenablement, encore une fois, étape par étape, rapidement mais intelligemment. Et cet automne, on pourra vous arriver avec le budget cible et avec le tracé plus précis, parce qu'entre-temps, en ayant sélectionné le corridor, ça c'est l'autre chose qui était très importante pour nous, il y a des travaux qui doivent se faire, des travaux techniques, des travaux de forage pour faire de la caractérisation plus fine, pour faire aussi des études de mobilité plus précises. Donc, on ne voulait pas faire ça sur l'ensemble des corridors parce que c'était du temps, puis de l'argent, puis de l'énergie qu'on gaspillait pour des corridors qui, ultimement, ne seraient pas sélectionnés. Donc, maintenant que le corridor est sélectionné, on sera capable de faire ces travaux-là et d'arriver, et avec l'information qu'on va acquérir grâce à ces travaux-là, on sera capable d'avoir un tracé plus précis avec le budget cible. Et donc, cet automne, je vous reviendrai avec ces éléments-là. Mais entre-temps, et je termine là-dessus, c'est une très bonne nouvelle aujourd'hui parce que c'est encore une fois quelque chose d'hyper concret. Pour les gens qui habitent ici, que ce soit sur la Rive-Nord ou sur la Rive-Sud, ça parle à tout le monde, cette carte-là. On a même lu les référents, les galeries de la capitale, etc. Donc, ça nous permet d'incarner et de se conceptualiser une coche plus loin, ce futur troisième lien entre Québec et Lévis. Évidemment, le tracé plus précis à définir. Et peut-être un mot en terminant sur les gens qui vont voir ça aujourd'hui, qui se disent, moi, j'habite autour de là, j'habite dans la partie jaune, là, donc dans ce corridor-là. Alors, une des raisons aussi pour lesquelles on l'a choisi, j'en ai parlé, là, sur la Rive-Sud, actuellement, il n'y a pas de gros enjeux. Il y a la présence de Valero, évidemment, avec qui on aura des discussions, puis avec qui on va s'assurer de collaborer pour le projet sur la partie de la Rive-Sud. Et pour ce qui est de la Rive-Nord, dépendant encore une fois d'où le tracé va passer, il va de soi qu'il y aura énormément de rencontres, de consultations, de discussions avec éventuellement des gens qui pourraient être concernés. Mais à ce stade-ci, il est trop tôt pour connaître le tracé précis. Donc, qu'est-ce que ça va impliquer en termes d'aménagement et tout ça? Ça va se faire dans les prochains mois, mais je veux rassurer tout le monde. Là, évidemment, tout le monde va collaborer. On a déjà beaucoup de rencontres et de discussions, nos équipes, avec celle de la Ville de Québec, celle de la Ville de Lévis. Donc, on va continuer de le faire, encore une fois, rapidement, mais intelligemment et dans le respect de nos citoyens. On se rappelle qu'on fait ce projet-là pour les gens. La grande majorité des gens de la Rive-Sud et de la Rive-Nord de Québec veulent un troisième lien. On est le seul parti à l'Assemblée nationale qui prenons ce projet-là au sérieux et qui souhaitons le réaliser. Alors, on est en train de le faire et encore une fois aujourd'hui, on le démontre par une nouvelle étape qui jamais n'avait été franchie. Et maintenant, on a un corridor pour notre futur troisième lien entre Québec et Lévis. Alors, je veux remercier mes équipes. On travaille très, très, très fort pour ce projet-là. Ça a l'air de rien, des fois de l'extérieur, mais c'est beaucoup de travail pour faire avancer un projet comme ça à ce rythme-là. Alors, j'en ai certains qui sont ici avec moi aujourd'hui. Je veux les remercier et remercier l'ensemble des gens qui suivent avec attention l'avancement du projet. Merci tout le monde. Alors, merci. Maintenant, nous allons entrer dans la période de questions. On vous rappelle de vous nommer, s'il vous plaît, le média. Vous avez une question, une sous-question. Bonjour, Rémi Nadeau, Journal de Québec. Quand M. Legault a dit que votre gouvernement voulait un pont à l'Est, on savait déjà, vous saviez déjà que le fleuve était plus large à l'Est. On savait déjà que ça prendrait un pont plus haut pour faire passer les navires de croisière. On savait déjà que le paysage, il y avait un enjeu de paysage avec le Vieux-Québec. Donc, je voudrais savoir jusqu'à quel point c'est l'état des finances publiques qui dicte votre choix et dans quelle proportion environ là, ça représente donc un projet moins cher, le corridor 2 par rapport au corridor 5, par exemple. Est-ce qu'on parle de 40 50 moins cher environ? Bien, pour à l'Est, on est quand même
significativement plus à l'est que les ponts actuels. Tu sais, il y avait un corridor numéro 1, beaucoup plus à l'ouest, beaucoup plus collé sur les ponts actuels. Celui-là, il est plus proche des centres-villes, alors il est quand même plus à l'est que ce qu'on a connu comme ce qu'on connaît actuellement comme infrastructure. Et je fais le lien avec le deuxième point sur la question des coûts. La gestion des finances publiques, je veux dire, faire le meilleur projet au meilleur coût, pour nous, c'est de sens commun. Instinctivement, je pense que n'importe quel gouvernement veut faire le projet le moins cher possible dans le respect de la capacité de payer des Québécois. Maintenant, il faut prendre, tu sais, qu'on dit meilleur projet au meilleur coût, c'est pour ça qu'il fallait les évaluer. Mais quand on regarde les avantages et inconvénients des deux scénarios, j'ai beaucoup détaillé là, les différences plus marquées entre le corridor 2 et le corridor à l'est. Et on voit que le type d'enjeu qui différencie les deux risque de générer des coûts supplémentaires qui sont significatifs. Sur le pourcentage de différence, en ce moment, comme je l'ai dit, on n'est pas en mesure de donner un budget cible plutôt que de s'avancer sur quelque chose de trop approximatif et ensuite de se faire reprocher que c'est approximatif. On va attendre d'avoir quelque chose de plus raffiné. Mais sur une base comparative, il va de soi pour nous qu'avec un pont plus de 2 fois plus long et beaucoup plus haut, c'est automatiquement plus cher. Mais on comprend donc que ce n'était sûrement pas votre premier choix. En termes de gains pour les automobilistes, d'économie de temps pour traverser, est-ce que c'est donc un prix de consolation par rapport à un peu un tracé qui aurait été plus à l'est du centre-ville? Non, pas du tout. Puis peut-être 2 éléments là-dessus que je ne pense pas avoir mentionnés. Tu sais, quand je parle de desservir les pôles industriels, commerciaux, logistiques, les centres de transport, etc., il y a une carte qui, je crois, vous a été présentée ce matin et dont je me suis assurée qu'elle soit mise à votre disponibilité, où on a imagé ces zones-là industrielles et commerciales sur la rive sud et sur la rive nord, plus à l'ouest et plus à l'est, un peu partout. Et on a juxtaposé le corridor en question. Et on le voit, là, les pôles actuellement sont plus concentrés dans le corridor numéro 2. Alors, il y a une logique, autrement dit. Il y a déjà beaucoup de monde et beaucoup d'industries installées là. Alors, pour ces gens-là et pour de futurs gens qui voudraient s'installer là, il y a une logique de dire on juxtapose le troisième lien sur cette zone-là qui est déjà fortement occupée et effervescente en termes de gens qui habitent là ou d'entreprises qui sont installées là. Et l'autre chose, plaçons-nous du point de vue de quelqu'un qui habite sur la rive sud ou même qui habite sur la rive nord et qui traverse. En ayant le troisième lien au chemin des îles, dans l'axe du chemin des îles, on économise, tu sais, souvent, là, on parle de la congestion de la 20 sur la rive sud là, pour accéder au pont. Là. Donc, entre le chemin des îles et le pont Pierre-Laporte, si on se place du point de vue de quelqu'un qui arrive de l'est, là, sur la 20, la personne qui va sortir au chemin des îles n'aura pas besoin de faire ce segment-là sur la 20 là, jusqu'au pont Pierre-Laporte ou au pont de Québec, là, mais mettons le pont Pierre-Laporte. Tu sais, alors, puis souvent, on prend comme référence Taniata, là, tu sais, ou à hauteur de Saint-Jean-Chrysostome comme étant très congestionné. Donc, tout ce segment-là, la personne qui sort au chemin des îles ou qui prend le troisième lien au chemin des îles, évite tout ça. Alors, ça désengorge aussi la 20 qui déjà, bien, on est en train de l'élargir de toute façon. On l'élargit sur 6 km sur l'est. Et là, l'année prochaine, on va commencer les 10 km sur l'ouest entre les kilomètres 315-325. Mais bref, en combinant l'élargissement qu'on est en train de financer de la 20 et en retirant des voitures qui dépasseront pas le chemin des îles, bien là, on vient directement rendre service, entre autres aux gens de la Rive-Sud qui font le chemin sud-nord et l'inverse le soir. Bien, vous avez devancé ma question. Est-ce que, j'imagine que vous avez fait des projections quand on fait un projet comme celui-là, qui risque de coûter, pas qui risque, mais qui va coûter des milliards de dollars. On doit faire ses devoirs. J'imagine qu'on doit faire des projections, par exemple, qu'on doit faire des simulations, à savoir combien de temps vont sauver les gens de la Rive-Sud, par exemple, qui viennent travailler sur la Rive-Nord à chaque jour. Est-ce que vous êtes capable de nous dire aujourd'hui quel est le gain en temps? Parce que c'est ça qui est le nerf de la guerre. Bien, c'est un des nerfs de la guerre, je dirais, mais le principal nerf de la guerre, ça reste la sécurité économique. Ouais, la redondance d'un lien, le transport des marchandises. Est-ce que vous êtes capable de nous dire combien de temps les gens de la Rive-Sud vont sauver? C'est ça. Bien, j'allais répondre à votre question par la suite, mais je pense que c'est important de le préciser. Et puis quand tu as 64 des PME qui disent que c'est urgent de construire un troisième lien, parce que ça dépasse aussi une question théorique de dire pour ou contre, est-ce qu'on a besoin d'un troisième lien? Ça, c'est une évidence. Mais sur votre question, sur le temps économisé ou le futur achalandage ou le futur coût, comme je l'ai présenté tout à l'heure, ce sont tous des éléments qu'on va pouvoir vous présenter cet automne quand on aura un tracé plus précis.
Donc, on sera capable, on aura fait, là, exactement comme vous dites, des projections, des études de mobilité, tout ça sur ce tracé-là. Et on aura le budget cible parce qu'en ayant le tracé, puis en ayant davantage d'informations sur les contraintes réelles de construction, sur des mesures d'atténuation aussi qu'il va falloir mettre en place autour de ces chantiers-là. Donc, on aura déjà un peu plus d'informations, bien, quand même pas mal plus d'informations qu'en ce moment, et on pourra vous revenir avec tout ça cet automne. OK. Donc, en ce moment, si je comprends bien, vous n'avez aucune idée du temps que les gens de la Rive-Sud vont économiser avec le pont. Vous ne savez Mais pas, là. c'est une évidence, M. Lacroix, qu'ils vont économiser du temps. Je l'exposais tout à l'heure. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'être dans le trafic du chemin des îles jusqu'au pont Pierre-Laporte. Premièrement, pour lui, ça va plus vite parce qu'il prend le 3e lien, il traverse le fleuve au chemin des îles. Et pour tous ceux qui, eux, sont pris dans ce segment-là, bien, tous ceux qui sont sortis au chemin des îles ne sont pas dans ce segment-là. Alors, pour eux, c'est moins long. Alors, ça, c'est une évidence qu'il y a un gain de temps. Puis, ne serait-ce encore une fois, vous êtes peut-être tanné de l'entendre, mais c'est parce qu'on a besoin d'un nouveau lien pour les camions. Si le pont Pierre-Laporte ferme en ce moment, c'est le bordel et des détours à n'en plus finir. Donc, pourquoi les PME sont stressées qu'il n'y ait pas de 3e lien? C'est parce qu'elles voient tout ça, la mobilité des travailleurs, quelqu'un qui n'est pas capable de passer sur le pont Pierre-Laporte parce qu'il est fermé, puis les camions, puis etc. Alors, tout ça amène des enjeux qui sont évidents, mais cet automne, on aura plus de détails ou plus de données plus précises sur le tracé parce qu'on aura justement le tracé. Donc, j'imagine que vous n'êtes pas plus capable de me dire combien de voitures vont utiliser le 3e lien, ce pont-là. Vous avez Le pas fait... futur achalandage, exactement. C'est toutes des choses qu'on va les pouvoir données, préciser les cet avez-vous? automne. C'est juste parce que vous ne voulez pas les données là. Mais est-ce qu'elles existent, ces données-là? Mais on a certaines données. N'oubliez pas qu'on a quoi, 8000 pages? Je ne sais pas, on est rendu à combien de pages d'études sur le 3e lien? Fait que des études socio-économiques, des portraits de la région, des projections d'achalandage, etc., des projections démographiques. On a tout ça en plusieurs copies. Mais Pourquoi vous n'êtes pas capable de me dire, dans ce cas-là, les études qu'on a démontrent que quand le 3e lien va être construit, il va y avoir 100 000, 110 000, 130 000 voitures qui vont passer dessus, puis les gens vont économiser 5, 10, 15, 20 minutes. Alors, vous dites que ces données-là existent à plusieurs copies, mais aujourd'hui, vous ne voulez pas nous le dire ou vous ne le savez pas? Non, je vous dis que l'ensemble des données socio-économiques, démographiques, etc., il y en a déjà beaucoup. Et je ne vous dis pas qu'on ne vous dira jamais la réponse à cette question-là. Je vous dis qu'on vous revient cet automne avec plus de précision. Je pense que c'est important de faire les choses intelligemment. Tu sais, de la même façon que si aujourd'hui, je n'annonçais pas le corridor puis j'attendais le tracé, on me reprocherait de ne pas annoncer le corridor puis d'attendre trop longtemps puis d'avoir quelque chose à cacher. Là, je vous dis, moi, je fais les choses en transparence. Je vous donne ce que je suis capable de donner à ce stade-ci. Je vous explique ce qui va s'en venir par la suite et pourquoi on n'est pas capable de le donner tout de suite, mais qu'on va le donner par la suite. C'est on ne peut plus transparent et on vous fait un bel échéancier comme ça, là, hyper clair. Vous voyez, là, on est à printemps 2025. À date, on a rempli toutes les étapes qu'on a dites. Mi-2025, je vais déposer mon avis de projet bientôt. Et automne 2025, là, en jaune-orange, je vous reviens avec la suite. Prochaine question. Zoé Couture, TVA Nouvelle. Depuis 2018, vous avez présenté différentes versions du projet avec différents échéanciers, différentes infrastructures présentées. Qu'est-ce qui garantit aux gens de Québec que cette fois-ci, ce sera la bonne? Manque encore beaucoup de paramètres au projet. Est-ce que vous garantissez que peu importe les gains de temps, peu importe le budget, vous allez aller de l'avant? Absolument. On n'est plus, comme je disais tantôt, on n'est plus dans pour ou contre un 3e lien, là. On est dans il faut faire un 3e lien. Et moi, je travaille sur comment je peux le réaliser le plus rapidement possible. OK, donc peu importe le budget. On fait le meilleur projet au meilleur coût. Parfait. Vous mentionnez tout à l'heure, par ailleurs, qu'à l'Assemblée nationale, vous étiez le seul parti à défendre réellement le projet. Quel levier avez-vous pour le protéger, le projet, en vue des prochaines élections? Bien, non seulement on est le seul parti à le défendre réellement, mais je veux dire, on est le seul parti à comprendre que ça prend un 3e lien. Les autres sont contre, le méprisent, s'en moquent et sont dans le déni de sa nécessité. Alors, c'est carrément ça. On n'est pas dans la nuance, là. Ils sont tous contre. Parti québécois, Parti libéral, Québec solidaire sont contre le 3e lien, ne font qu'en parler négativement, alors qu'on a la grande majorité des citoyens de la vraie vie, le vrai monde, qui le veulent depuis longtemps. Et ces partis politiques-là, au mépris de l'opinion des gens, se moquent du 3e lien puis ne veulent rien savoir d'en faire un. Déjà ça, premièrement. Et deuxièmement, bien, moi, je l'ai toujours dit, quant à moi, ce projet-là doit être irréversible d'ici la prochaine élection, ne serait-ce que pour le protéger,
indépendamment des résultats de l'élection, pour être sûr qu'il va se faire. C'est pour ça que je vous dis que je travaille intelligemment et rapidement. Donc, on va aller le plus vite possible, mais aussi, il faut respecter la réalité du marché. Quand on parle, nous, aux entreprises, déjà, c'est très ambitieux, ce calendrier-là. On vise une signature de contrat début 2027. On essaie d'aller aux marges de ce qui est possible, mais eux nous disent, écoutez, il faut quand même prendre le temps de travailler. C'est des gros projets, il faut quand même les faire, les études, puis il faut quand même prendre le temps de faire les processus comme il faut. C'est l'équilibre entre les deux. Juste une précision, parce que les signatures de contrat en 2027, est-ce que ça va vraiment protéger le projet en question ou il y a d'autres leviers politiques que vous pouvez mettre en place? Avec l'échéancier que vous voyez ici, on débute les appels de qualification au début 2026. Et ensuite de ça, les appels de proposition. Donc, tout ça pour dire que ce processus-là va se dérouler en 2026. Donc, si on se place, mettons, du point de vue de l'élection d'automne 2026, là, on aurait franchi toutes ces étapes-là. Alors, si un autre parti politique arrivait au gouvernement et voulait annuler tout ça, non seulement s'exposerait à des pénalités importantes parce que les gens auraient franchi plusieurs étapes, auraient mis beaucoup de temps et de ressources pour se qualifier, pour ensuite de ça nous déposer des propositions réalistes, sérieuses. Donc, il y aurait de la compensation financière à faire, mais aussi, je vous dirais, d'un point de vue réputationnel, ça ne ferait vraiment pas sérieux, là. Tu ne peux pas traverser des processus comme ça, t'exposer au monde entier, avoir des grosses entreprises qui travaillent sur des projets, puis après ça, dire, finalement, non, on a changé d'idée, on vous reviendra. Si on... En tout cas, quant à moi, ce n'est pas sérieux du tout. Bonjour, Madame la ministre. Bonjour. Juste pour poursuivre un petit peu là-dessus, dans votre tête, la première pelletée de terre, elle est quand? C'est difficile. Puis vous voyez l'échéancier, c'est pour ça qu'il arrête à début 2027, parce que les modes collaboratifs, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la différence de ce qu'on fait en ce moment, qui est essentiellement, on conçoit un projet nous-mêmes, ou en tout cas essentiellement nous-mêmes, puis ensuite de ça, on fait soumissionner des gens pour le réaliser. Donc, il y a une solution presque prédéfinie au complet ou en partie. Donc là, on veut s'adjoindre la partie privée, concepteur, constructeur, tout le monde ensemble à livre ouvert dès le début et développer ensemble le projet, le type d'infrastructure, les contraintes de construction, les vecteurs contractuels, etc. Donc, on est en train, en fait, on souhaite le réaliser de cette façon-là, ce qui fait que quand on va signer le fameux contrat, le contrat du début 2027, là, ça, c'est le contrat pour justement commencer le développement, la conception concrète et réelle du projet avec notre futur partenaire consortium. Alors, en développant ça ensemble de cette façon-là, c'est la meilleure façon parce que tu réduis les risques. Mme Guilbeault, là. Tu réduis, mais juste pour, parce que c'est important, là. le mode collaboratif, des fois, ça peut 2005, être... c'est 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2060, Nous, 2080. on espère un début de construction parce qu'encore une fois, ce mode-là collaboratif nous permet de réduire les risques. Ça, c'est important parce que ça a une incidence sur les coûts et les échéanciers. Puis ça, pour les gens, c'est important, ces notions-là. Donc, les modes collaboratifs, comme on réduit des risques en travaillant ensemble à livre ouvert, on fait en sorte d'avoir beaucoup plus de chances de respecter les budgets cibles et les échéanciers. Donc, mais nous, on vise, en ayant un contrat signé début 2027, idéalement des débuts de travaux en 2028. Des débuts de travaux en 2028. Mais là, encore une fois, on aura rendu là, défini une solution ensemble, défini un projet précis ensemble avec notre partenaire privé. Et à ce moment-là, on aura une meilleure idée de combien de temps ça va prendre de le construire. Mais c'est sûr que construire des ponts, c'est quelques années au minimum, évidemment, comme vous dites. Bon, vous avez critiqué les oppositions en disant que vous étiez le seul parti qui veut construire le troisième lien. En tout respect, je vous rappelle, vous avez déjà mis un genou à terre après la pandémie. Là. Vous aussi, vous l'aviez écarté, là, vous le ramenez. Quelles sont les garanties qu'en novembre 2026, les libéraux, QS, le PQ vont poursuivre le projet alors qu'ils sont présentement contre? Je ne suis pas sûre de comprendre. En fait, après c'est la l'élection, réponse s'il y a que un j'ai changement de donnée. gouvernement, si vous Oui. n'êtes pas reporté au pouvoir, les autres partis sont contre. Mhm. Les 10 000 pages, filière 13, déchiqueteuse, terminée. Bien, Ou c'est la vous réponse que je attachez le donnais projet, avant. là. Bon, mais c'est ça, c'est exactement la réponse que j'ai donnée à la personne qui vous a précédé. Mais effectivement, en ce moment, on est la seule chance pour les citoyens que le troisième lien soit réalisé. On est le seul parti en mesure de gouverner, disons, et susceptible de gouverner, qui veut un troisième lien. Donc, tu sais, cette semaine ou la semaine dernière, je disais le troisième lien est à la croisée des chemins, parce qu'en ce moment, vraiment, on est les seuls en mesure de réaliser le troisième lien une fois pour toutes. Et ce que je disais tout à l'heure à la personne qui vous a précédé, c'est que dans ma tête, je veux rendre le projet irréversible avant la prochaine élection, donc le placer à l'abri
du résultat de la prochaine élection. Évidemment, on souhaite être réélu, ça va de soi, comme n'importe qui, mais en ayant franchi les étapes qui sont là, comme je le disais, si quelqu'un décidait de changer d'idée après avoir franchi l'appel de qualification, l'appel de proposition, puis avoir qualifié des consortiums sérieux qui ont mis du temps, de l'argent puis des ressources là-dessus, on s'expose à des conséquences financières pour dédommager les soumissionnaires, mais aussi à des risques réputationnels en ce qui me concerne. Mais de toute façon, le projet va se faire. Merci. Adresse à Prochaine la question. vice-première ministre maintenant. Prochaine question, s'il vous Quel est plaît. l'impact On va juste se Ben- concentrer sur l'annonce aujourd'hui. du départ de Michael Bien, Sabia peut-être pour qu'on le peut gouvernement? finir sur le troisième lien puis Puis prendre je les reviens autres questions après après. l'anglais? Oui. Oui, merci. Bonjour, Mme Guilbeault. Donc, évidemment, ce n'est pas le pont à l'Est que les gens de la coalition de l'Est attendaient. Il risque d'y avoir quand même des mécontents, et ce n'est pas le périphérique ou la boucle dont ils nous parlaient depuis plusieurs années. Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui? Bien, vous avez raison. On sait que la coalition de l'Est voulait un pont à l'Est. Tu sais, il y a différents interlocuteurs qui préféraient un scénario ou un autre. Mais je pense que l'important, puis pour eux, mais l'important pour la population, pour les entreprises de nos deux régions, c'est qu'il y ait enfin un troisième lien qui se fasse. Ça fait des décennies qu'on en parle. Je l'ai dit tout à l'heure, les autres partis politiques sont contre. Donc là, on a une chance qu'il se fasse. On est en train de le faire avancer. Il franchit des étapes qui ne se sont jamais franchies avant. On leur a parlé hier aux gens de la coalition. On leur parle régulièrement. Donc, et là, on a une chance là, qu'enfin un troisième lien se fasse entre Québec et Lévis. Tu sais, s'il s'était fait avant le troisième lien, on ne serait pas en train de parler de tout ça. Il n'y aurait pas d'enjeu de présence de patrimoine, de présence de gens dans des quartiers développés, etc. Là, on s'installe dans des régions où il y a déjà quand même pas mal de développement qui a été fait à travers le temps. Donc là, il faut faire ça maintenant. Et il en va de la sécurité économique, mais il en va aussi du développement puis c'est ça, de l'évolution démographique, sociale, économique de nos deux régions. Alors, je veux les rassurer, il y aura un troisième lien entre Québec et Lévis. Peut-être que ce n'est pas leur premier choix, mais au point où on en est, après toutes les fois où ils se sont fait promettre ça par de précédents gouvernements sans que jamais personne travaille sérieusement sur le troisième lien, là, avec nous, ils ont la chance qu'enfin ça va se réaliser. Donc, c'est le message qu'on leur a passé. Vous avez dit que vous alliez avoir un tracé en décembre. Donc, ça vous laisse 5-6 mois là, pour consulter la Ville de Québec, la Ville de Lévis, mais la Ville de Québec surtout, parce qu'on comprend que du côté de la Rive-Nord, c'est beaucoup moins précis là où vous allez passer. Vous allez peut-être passer dans un quartier résidentiel avec une tranchée recouverte où on ne sait pas trop là, en ce moment. Vous ne trouvez pas que c'est un peu vite d'arriver à faire des consultations publiques, d'arriver à la meilleure solution d'ici décembre avec toutes les réponses à ces questions-là? Bien, on va avoir des, comme je le disais tout à l'heure, là, en ayant un corridor qui est sélectionné, là, on est capable d'avancer dans des travaux techniques, donc vraiment d'évaluation, parce que le choix du tracé va reposer aussi là-dessus, en faisant des évaluations géologiques et autres, là. Donc ça a une incidence évidemment sur le choix du tracé. Mais je le disais tout à l'heure, puis vous avez raison, à mesure qu'on va peaufiner notre tracé sur la Rive-Nord, c'est certain qu'en parallèle, nous, sans arrêt, on est en communication avec la Ville de Québec. Déjà, on les a rencontrés à au moins 2, sinon 3 reprises là, depuis l'automne dernier pour faire pratiquement des ateliers de travail dans le sens qu'on leur présente les choses et eux peuvent donner leur opinion là-dessus. Alors, c'est pas une surprise pour eux ce matin, ce qu'on annonce. Là. Ils ont eu 10 minutes hier pour comprendre votre projet, là, de ce que j'ai compris. Alors. Non, mais là, je parle de l'administration de la Ville de Québec. Ils ont eu plusieurs rencontres avec nos équipes, puis ils savent, là, après ça, est-ce qu'eux ont transmis ces informations-là? Alors, tu sais, je veux dire, c'est quand même une seule et même ville, là. Mais oui, nous, on a appelé hier le cabinet du maire de Québec, mais évidemment, en 6 mois, vous puis pensez que vous pouvez aussi arriver le maire à de une Lévis. solution avec laquelle la Ville de Québec serait à l'aise, avec les citoyens qui auraient pu avoir... On a parlé de l'acceptabilité sociale dans le huis clos tantôt. Vous pensez qu'en 6 mois, tout ça peut se faire? Bien, oui, tout à fait. Puis, tu sais, là, on part du principe, mettons, si c'était Pierre Bertrand, mais il y a quand même aussi l'autre option qui arrive sur notre réseau supérieur. Donc, c'est pas les mêmes enjeux. C'est pas, on touche pas au territoire de la ville comme tel, ou en tout cas pas directement. Donc, mais oui, tout à fait. Puis que ce soit la Ville de Québec, la Ville de Lévis, les gens concernés dans les quartiers éventuellement concernés, tout ça va se faire le plus respectueusement et intelligemment possible. Avez-vous une préférence entre les deux? Le meilleur projet au meilleur coût. N'oubliez pas de vous nommer et le média, s'il vous plaît. Bonjour, Benjamin Robert, Arsenal Média. Le corridor que vous avez choisi, CDPQ Infra l'avait écarté dans son étude il y a 1 an.
On nous disait qu'il y avait plusieurs contraintes importantes. Vos fonctionnaires, tantôt, nous ont parlé de défis d'ingénierie. Qu'est-ce qui vous convainc que ce projet-là, dans ce corridor-là, est réalisable et pas utopique? Bien, il y a des défis d'ingénierie, puis il y a des défis de construction dans tous les corridors, en passant. Là. Les 4 qu'on a évalués, il y aurait eu des gros défis. Et les éléments que j'ai nommés tout à l'heure, les éléments, disons, particulièrement différenciés entre le corridor retenu et celui à l'est, bien, je reviens là-dessus, la longueur et la hauteur du pont. Ça, là, c'est très, très, très concret. Une longueur presque 2 fois plus longue et 20 mètres plus haut. Imaginez là, le pont, comment il serait haut, là, 20 mètres plus haut. Alors ça, automatiquement, c'est plus cher. Le site de l'UNESCO du Vieux-Québec, le coin du Château-Frontenac et tout ça, imaginons un pont qui arrive là. Imaginez juste les gens à qui on dit, il y a un pont qui va arriver là, dans le coin imaginez les protestations et les terres agricoles sur la rive sud. Et l'empiètement dans le fleuve, la complexité d'obtenir l'autorisation de pouvoir installer un pont dans le fleuve. Donc, juste ces éléments-là, à sa face même, ça amène beaucoup de complexité et des coûts supplémentaires. Mais c'est réalisable dans les paramètres actuels de le réaliser? Pour le corridor 2? Oui. Oui. Votre corridor passe aussi dans le secteur de la ferme Chappé à Lévis, qui est une terre fédérale où le fédéral veut aménager des logements sociaux et abordables. Avez-vous déjà eu des discussions préliminaires à ce sujet-là avec Ottawa? Oui, bien, il y a eu des discussions. En fait, il y a eu une période où il est intéressé à vendre ce terrain-là. Alors là, nous, on avait eu des discussions avec eux. On avait proposé de se porter acquéreur. Finalement, eux ont changé d'orientation, décidé de faire du logement. Il y a eu une annonce, d'ailleurs, qui a été faite pour faire du logement. Alors, mais pour nous, il n'y a pas de réel enjeu. C'est sûr que, je disais tout à l'heure, on va avoir des discussions avec la Ville de Québec, de Lévis et tout ça. J'aurais dû nommer le fédéral parce qu'effectivement, pour la Rive-Sud. Mais pour nous, ce n'est pas un enjeu. On va collaborer ensemble, on va leur parler, puis c'est sûr qu'on va trouver une façon de pouvoir faire passer notre... Bien, d'ailleurs, vous l'avez dans la coupe transversale là, qu'on vous a présentée et qui est au verso d'un document, en tout cas, qu'on a fait préparer. Donc, on le voit, là, le petit bout sur la Rive-Sud. Donc, il est présenté ici en tranchée. Mais bref, il n'y a pas d'enjeu. Merci. Sinon, de collaborer avec le fédéral. Bonjour, Isabelle Porteur du Devoir. Je voudrais revenir sur la question de mon collègue qui parlait du rapport de CDPQ. Là, je l'ai devant moi. Là. Il y avait beaucoup d'indicateurs qui étaient au rouge avec ce corridor-là qu'eux appelaient le corridor central. Puis, entre autres, là, pour ce qui est des gains de déplacement, ça disait que ça rallongeait les déplacements parce que le raccordement à l'autoroute 40 éloigne les usagers des destinations principales, soit le secteur de Sainte-Foy et la colline parlementaire. Donc, qu'est-ce que vous répliquez à ça? Comment est-ce que vous pouvez prétendre, dans le fond, que ça va être intéressant là, pour ce qui est du temps dans le trafic et tout ça, là, alors qu'il y a cette contrainte-là? Mais si on regarde l'ensemble des corridors, puis comme je le disais tout à l'heure, vous avez une carte, je ne sais pas si vous, personnellement, vous l'avez eue, là, vous a été transmise, mais quand on regarde les zones commerciales, les zones industrielles, ce qu'on appelle les pôles générateurs de déplacement, c'est une évidence visuelle. Là, j'essaie de regarder, mais elle ne va pas apparaître par magie, là, elle n'est pas projetée ici, mais c'est une évidence qu'actuellement, il y a déjà beaucoup d'entreprises et de gens installés dans ces corridors-là. Donc, il y a une pertinence à installer un lien de circulation sur cette zone-là. Alors, après ça, est-ce qu'on veut être plus proche de la colline dans la vie? Est-ce qu'on veut être plus à l'est? Est-ce qu'on veut... Comme je disais tout à l'heure, chaque corridor a ses avantages et ses inconvénients. La même CDPQ Infra, puis là, je ne veux pas leur mettre des mots dans la bouche, mais il y avait exclu l'île d'Orléans. Tu sais, il y a des enjeux aussi à être proche de l'île d'Orléans. Alors, il n'y a rien d'idéal. Je l'ai dit tout à l'heure, si on avait fait un troisième lien il y a des décennies, on ne serait pas dans ces contraintes-là aujourd'hui, puis on ne serait pas aussi développé de part et d'autre du fleuve. Mais là, la réalité, c'est qu'en ce moment, c'est comme ça. Peu importe où on s'installe, il y aurait eu des défis et des enjeux de tout type, de construction, agricole, patrimoniale, environnementale, etc. Alors, dans l'ensemble de ces critères-là et la balance de tout ce qu'on a évalué comme critères pour chacun des corridors, c'est celui-là qui ressort comme étant le meilleur projet au meilleur coût, malgré que oui, il va y avoir des défis comme il y en aurait eu dans tous les corridors. Parce que là, sinon, dans le passé, bon, il y a été question d'un parcours à l'est, on nous a parlé d'un parcours de centre-ville à centre-ville qui a aussi été rejeté. Là, on a de nouveau rejeté le parcours à l'est, puis là, on s'en va à l'ouest. Est-ce que c'est le corridor de la dernière chance pour le troisième lien?
Bien, j'ai dit Parce que que le si celui-là, troisième vous le lien, flushez, il n'y en a plus là, qui reste là. le troisième lien est à la croisée des chemins. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on est le seul parti politique qui veut le faire. Donc, indépendamment du choix du corridor, je vous dirais, là. En ce moment, on est le seul parti politique qui veut faire un troisième lien entre Québec et Lévis, alors que la majorité des gens le veulent, mais pourtant les autres partis politiques méprisent ce projet-là. Donc, pour cette raison-là, de toute façon, indépendamment du corridor, on est la seule chance en ce moment là, que ça se fasse. Et après ça, sur le choix du corridor, bien, comme je disais, chacun des corridors avait ses avantages, ses inconvénients. Celui-là, pour des questions de sécurité commerciale, des questions de connexion à des pôles industriels, logistiques et commerciaux, pour des raisons de transport collectif aussi. Transport collectif, c'est important, ça, pour vous. Donc, c'est... bien, pour vous, je veux dire, pour les représentants des médias. Donc, la connexion avec le transport collectif va être possible plus à l'ouest. Alors, dans l'ensemble, et surtout, plus court et moins haut, donc moins cher. Voulez-vous que je pose une question sur le l'ensemble. transport collectif, Mme Guilbeault? Bien, si vous voulez. Bon, on va en parler du transport collectif. Ça va être quoi l'impact positif sur le transport collectif de la nouvelle mouture du projet? Parce que vous dites qu'il y en a un dans ce qu'on nous a présenté, mais il n'y a aucune information qui a été détaillée ou avancée. Là. Bien, de base, le transport collectif, c'est des autobus. C'est du transport collectif, les autobus. Alors, quand tu construis un pont avec une chaussée, automatiquement, des autobus peuvent circuler dessus. Alors, tu peux juste augmenter ton offre de transport collectif. Mais quand je dis que ce corridor-là a une plus-value par rapport à l'Est, c'est que l'organisation et l'offre de transport collectif actuelle sur le territoire de la capitale nationale puis de la Rive-Sud, il y en a plus dans cette section-là que dans l'Est. Alors, donc, puis l'éventuelle connexion, on est en train de faire un projet de tramway aussi, comme vous savez. Alors, ce projet-là de tramway va se connecter à des lignes d'autobus. Donc, tout ce qui est en train de se faire comme développement futur de transport collectif, en plus de ce qui existe déjà comme offre de transport collectif, c'est un corridor pour lequel il y a une plus-value par rapport à l'Est. Merci. Prochaine question. Bonjour, Stéphanie Martin, Journal de Québec. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à concilier depuis tantôt quand vous parlez du coût. Vous dites que ce sera à coût moindre que le pont à l'Est, qui était 2 fois plus long, 2 fois plus haut. Par contre, dans le corridor que vous présentez, il y a non seulement un pont, mais il y a des tranchées et il y a un tunnel qui franchit tout le cap, donc qui passe au travers du cap. À ma connaissance, les tunnels, ce sont des ouvrages qui sont chers. Donc, est-ce que vous excluez le prix d'un éventuel tunnel dans votre calcul pour ce lien-là? Non, bien d'abord, j'ai dit plus de 2 fois plus long, mais pas 2 fois plus haut. J'ai dit plus haut, donc 20 Plus haut mètres de 20 plus haut, mètres, là. oui, Ouais, c'est c'est ça. ça, exactement. Fait que c'est pas 2 fois. Mais alors, oui, c'est ça. Mais oui, il y a la présence d'un tunnel, vous avez raison, parce qu'il faut traverser la roche. Il y a déjà un tunnel qui est construit là. Donc, pour nous, ça indique que c'est faisable. Tu sais, des fois, tu t'explores une masse rocheuse, tu ne sais pas exactement sa constitution, fait que tu ne sais pas exactement les défis de construction qui vont se présenter. Donc, ça, c'est rassurant. Manifestement, c'est possible de construire des tunnels là, mais on sera à mesure qu'on va faire ces travaux-là, puis qu'on va définir un tracé, parce que selon les tracés, ce n'est pas la même longueur de tunnel non plus. Il y a un des 2 tracés pour lequel la partie en tunnel est plus courte que l'autre. Celui Pierre-Bertrand, c'est plus court que celui Robert Bourassa. Donc, là encore, là, il y aurait une différence peut-être, possiblement, de prix. Mais bref, pour un pont 2 fois plus long et 20 mètres plus haut, même si, oui, il peut avoir un coût qui est lié au fait d'avoir un tunnel, c'est quand même un pont plus de 2 fois plus long. Oui, mais donc, Imaginez-vous. vous êtes capable d'affirmer qu'en ajoutant un tunnel à ce pont-là, qui ne sera quand même pas donné non plus, là, qu'on réduit les coûts totaux du projet? Sur la base des indications, des informations qu'on a maintenant, sur une évaluation comparative, oui. Et sur les milieux que vous allez traverser, tu sais, vous avez parlé de la sécurité économique, de la volonté des entreprises et tout ça, mais il y aura probablement des entreprises sur le chemin du futur troisième lien qui devront être expropriées. Est-ce que vous êtes prête à sacrifier ces milieux-là au profit d'un projet comme ça que vous voulez pour le développement économique? Bien, là, on n'en est pas là du tout. Là, tu sais, là,
on ne peut pas parler déjà d'exproprier parce que la majorité de ces choses-là se font par acquisition et non par expropriation. Souvent, on arrive à s'entendre avec les gens, là, donc on n'a pas besoin d'exproprier. Mais c'est ça, on n'en est pas là du tout. On va le savoir à mesure qu'on choisit le tracé parce qu'avec les deux axes qui sont très différents, on n'arrive pas du tout aux mêmes endroits, donc ça va dépendre, mais quoi qu'il advienne, c'est certain qu'on va le faire très respectueusement. Tu sais, des projets d'infrastructure où il y a des acquisitions à faire, on en fait continuellement. Là. Le tramway qui est en train de se faire en ce moment, il y a eu des acquisitions. Il y en a presque systématiquement. Donc, ce sera la même chose. Mais par contre, vous avez raison qu'il faut rassurer les gens qui aujourd'hui voient cette carte-là et qui peuvent se poser des questions. Pour le moment, il n'y a pas une adresse ou une maison ou une rue qui est visée. Là. Et à mesure qu'on va avancer dans le projet, on va parler avec les villes, on va parler avec les quartiers concernés. Donc, tout ça va se faire très, très respectueusement Pourquoi ne pas avoir et consulté? intelligemment. Merci. Pourquoi ne pas avoir Prochaine consulté- question. J'en ai juste une dernière. Pourquoi ne pas avoir consulté les villes et les parties prenantes comme le port préalablement au choix de ce tracé-là, de ce corridor-là? Précisément, je sais qu'il y a eu des discussions sur l'ensemble des corridors, là, mais sur ce corridor-là, ils l'ont appris là, dans les dernières heures. Est-ce qu'il n'aurait pas été raisonnable de discuter avec les villes et les parties prenantes? Mais on a déjà eu plein de discussions avec eux sur l'ensemble des corridors. Alors, ils étaient au courant que ce corridor-là existait comme tous les autres corridors. Ils ont donné leur opinion puis leurs commentaires sur chacun des corridors. Alors, une fois que la décision est prise, on les a avisés effectivement hier, mais il y avait déjà eu l'occasion de commenter puis de donner leurs impressions sur tous les corridors. Bonjour, Mme la ministre. Valérie Gaudreau, Journal Le Soleil. Vous dites que c'est important, évidemment, c'est un dossier très important pour votre gouvernement. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas de vos collègues de la Rive-Sud, des gens, par exemple, qui se sont prononcés beaucoup sur le troisième lien, Mme Biron, M. Drainville, M. Poulain, qui pourraient évidemment bénéficier de cette annonce? Oui, bien en fait, c'est parce que c'est un dossier qui est piloté par moi comme ministre des Transports, mais par ma voix, vous les entendez aussi. Évidemment, vous l'avez dit, c'est très important pour notre gouvernement et encore plus particulièrement pour nos 7 députés de Chaudière-Appalaches et nous qui sommes 8 ici dans la capitale nationale. Alors, mais c'est ça, c'est un projet qui chemine. À chacune des étapes, je viens vous faire cette mise à jour et c'est ça. Et éventuellement, peut-être qu'ils seront avec moi. Forcément, à un moment donné, ils vont être avec moi aussi, mais donc, puis dans les questions d'agenda et tout ça. Ça a été bien reçu au caucus? Ah oui, absolument. Concernant... Nous, quand ça avance, on est heureux. Eux aussi. Concernant les prix, on sait, on a beaucoup parlé, mais est-ce que vous avez, je reviens là-dessus, mais est-ce que quand même un plafond, il y a la situation économique du Québec, on le sait, vous dites le meilleur coût, meilleur, on n'a même pas de fourchette. Y a-t-il un minimum d'idées qui dit, ça, on ne peut pas aller au-dessus de ça? Tout ce qui se rapporte au budget cible, je vous reviens cet automne avec ça. Et à date, là, depuis juin 2024, on a respecté chacune des étapes qu'on avait dit. Cet échéancier-là, il est fait d'une manière réaliste où je sais que je serai capable de livrer à chaque étape exactement ce qui est écrit qu'on va livrer comme information. Alors, je vais vous revenir cet automne là-dessus. Et dans ce montage-là qui nous sera présenté cet automne, est-ce qu'il y a une réflexion pour le fédéral? Déjà, on démarche d'autres sources de financement où le gouvernement du Québec serait seul? Bien, excellent point. C'est vrai, on ne l'avait pas mentionné, mais oui, c'est sûr que pour nous, on voudrait un appui du gouvernement fédéral dans le plus possible de nos projets d'infrastructure au Québec. Mais ici, à Québec, les deux projets les plus importants, c'est évidemment le troisième lien puis le tramway. Alors, on souhaite la participation. Il y a déjà une participation du fédéral dans le tramway de Québec qui n'est toutefois pas à la hauteur des engagements qui avaient été pris. Mais bon, là, il y a un nouveau gouvernement. Alors, j'ai justement parlé à ma nouvelle collègue fédérale du transport, Mme Freeland, hier ou avant-hier. Mais pour le troisième lien aussi. Alors, ce sera des discussions qu'on va avoir avec eux, assurément. Avez-vous présenté le corridor à Mme Freeland? Non, mais je lui ai dit qu'il y avait des annonces intéressantes cette semaine. Peut-être qu'elle est en train de nous écouter. Merci. Bonjour, je m'appelle Mathieu Boivin pour Nouveau Info. Il y a deux possibilités du côté de la Rive-Nord. Il y en a une, c'est dommage qu'on ne puisse pas voir vos élévations verticales, là, mais il y en a une où on a l'impression que ça va être beaucoup plus intrusif dans le décor, celle où le tunnel est plus court, et une autre qui va sortir, on ne sait pas trop comment, mais qui viendrait se raccorder avec Robert Bourassa. Quand il va venir le moment de choisir laquelle des deux solutions, allez-vous choisir la moins chère ou celle qui va déranger le moins de monde?
Bien, je suis obligée de vous répondre ma réponse, là, le meilleur projet au meilleur coût, parce qu'avec les travaux qu'on va être capable de faire sur ce corridor-là précisément, ça va nous fournir de l'information qui va avoir une influence sur la complexité, les défis de construction, les avantages, les bénéfices potentiels de chacun des divers tracés, puis ultimement du coût. Alors, c'est comme ça qu'on va avancer dans le tracé. Mais oui, on va tenir compte, puis vous illustrez exactement ce que je dis depuis tout à l'heure. Quel que soit le corridor, puis dans un corridor, quel que soit le tracé, il y a des avantages et inconvénients partout. Parce que On vit avec des Vanier, gros défis. Saint-Sauveur, tu sais, il y a juste une ligne mauve là, qui saute par-dessus la rivière Saint-Charles comme si c'était rien, là. Mais ça va faire un méchant saccage. Une énorme intervention visuelle dans un secteur défavorisé. Des gens qui se défendent peut-être moins bien, règle générale, là. Est-ce que est-ce qu'on va tenir compte du dérangement de ces gens-là pour préférer un tracé moins intrusif, mais qui pourrait coûter beaucoup plus cher? Avez-vous ça en Mais tête? je vous dirais, peu importe où on installe le troisième lien en ce moment, là, entre les ponts et l'île d'Orléans, peu importe où on l'installerait, il y aurait de l'opposition, il y aurait des contraintes, il y aurait des enjeux, qui soient environnementaux, populationnels, archéologiques, patrimoniaux, agricoles, d'ingénierie, etc. Il y en a partout des enjeux. On n'a pas comme ça, là, dans la grande CMQ, la communauté métropolitaine, on n'a pas comme ça un beau, gros corridor où il n'y a absolument rien ni personne, puis c'est pas zoné agricole, qui serait là par magie prêt à prendre le troisième lien, tu sais. Alors, on est dans des milieux qui sont déjà développés. Il y a des défis dans tous les corridors. Dans ce corridor-là, il va y avoir des défis pour les divers tracés, mais on va faire le meilleur projet au meilleur coût et celui-là qui aura le plus de gains pour nos citoyens et nos entreprises. Si ça coûte moins cher de passer dans Saint-Sauveur, mais que ça détruit tout, c'est tout ça que vous allez choisir? Si c'est juste une question d'argent, ça se peut qu'il y ait des gens qui payent cher en tabarouette pour ça, non? Bien là, ça détruit tout. Il faut faire attention quand même. Là, il y a des parties en tunnel et tout ça. En tout cas, tout ça pour dire qu'on va vous revenir avec le meilleur tracé, mais quels que soient les impacts, tout à l'heure, on parlait de Pierre-Bertrand, il y a aussi des gens qui sont installés là. Quel que soit le tracé qui va être retenu, on va le faire en collaboration avec les milieux, avec les villes, avec les quartiers. Quand on fait un projet d'infrastructure, pas juste pour le troisième lien, on a ces défis-là dans presque tous les projets, des défis d'acquisition, des défis d'installation, d'insertion, ce qu'on appelle l'insertion urbaine, des défis d'insertion urbaine. Dans ce corridor-là, on en a moins sur la rive sud, on en a pratiquement très peu, là. Donc, on en aura possiblement sur la rive nord, mais dans l'ensemble des corridors, c'est celui où on en a moins. Imaginez à l'est, arriver dans le patrimoine de l'UNESCO, les défis que ça aurait posés. Alors, on aurait eu encore plus probablement de questions là-dessus. Donc, c'est le meilleur corridor sur la base de l'ensemble des critères et je vous reviendrai cet automne avec le tracé. Merci. Prochaine question. Dans le respect de tous. Bonjour, Charles Cavalier, La Presse. Juste déjà une précision, vous avez peut-être expliqué là où je n'ai pas compris, mais dans le secteur Pierre-Bertrand, là, est-ce que ça serait la construction d'une nouvelle autoroute pour se raccorder? Est-ce que c'est un projet autoroutier? Ou Bien, les si gens on arrivait... prendraient le Pierre-Bertrand comme tel qu'on le connaît pour se rendre à l'autoroute? Bien, ce serait plus boulevard urbain. OK. Pierre-Bertrand, on connaît, si vous avez en tête, là, Oui. Pierre-Bertrand, alors ce serait probablement ça. OK, ça ne serait pas une nouvelle autoroute, là? Bien, ce serait un boulevard urbain parce que dans le fond, on arrive, puis il faut se rendre jusqu'à la 40. Ouais, OK. Alors oui, OK. il y aurait comme une insertion. Vous parliez tantôt du risque réputationnel si un nouveau parti politique prend le pouvoir au Québec et décide d'annuler le troisième lien. Il y a un candidat à la mairie de Québec qui veut annuler le tramway, qui est beaucoup plus avancé que le troisième lien. Est-ce que vous voyez là le même risque réputationnel? Je ne me mêle pas des propositions électorales de Mais toute c'est- campagne électorale Mais c'est municipale. un risque réputationnel pour le Québec, là, au-delà de que ce soit une campagne municipale, il y a des contrats signés avec des entreprises, non? Donc, il n'y a pas un Mais risque c'est parce que vous faites réputationnel là? référence à des discussions et à des échanges politiques entre deux candidats dans une élection municipale qui, en ce moment, n'ont rien d'avéré. Ce sont des candidats qui s'échangent entre eux des idées. Il y aura une élection cet automne. On verra qui sera maire de Québec, puis on vivra avec... on collaborera avec le futur maire de Mais Québec. annuler le tramway, J'ai est-ce que déjà ça dit serait un risque là-dessus. réputationnel? Mais j'ai déjà dit là-dessus, tout ce qui a rapport avec les discussions tramway entre deux candidats à Québec qui n'ont pas la même vision du tramway en apparence, que je ne répondrai pas et je ne commenterai pas à mesure qu'on me demande de commenter chaque fois qu'un ou l'autre dit quelque chose sur le tramway. Bonjour, Mme Guilbeault. Émilie Pelletier, du Soleil. Petite question, pourquoi ne pas avoir attendu les résultats de l'enquête origine-destination qui sont prévus, si je ne m'abuse, de façon assez imminente, parce qu'on sait que la dernière étude
pré-pandémique, en tout cas, nous révélait finalement un transit interrive beaucoup plus d'ouest en ouest. Donc, pourquoi pas avoir attendu là, ces résultats-là? Bien, les résultats, ça va faire partie des intrants qu'on va pouvoir ajouter là, dans notre avancement du projet, dans la définition d'un projet plus précis. Alors, mais ça, tu sais, comment je pourrais dire, la caractérisation des corridors, de toute façon, c'est un travail qui a été entamé depuis des mois, puis qui se fait, puis qui nous permet de déterminer le corridor. Mais encore une fois, après ça, il faut choisir le tracé. Et vraisemblablement, l'étude de la prochaine enquête OD va faire partie des intrants qu'on va avoir pour la définition du tracé. OK. Et le point d'aboutissement, là, donc de l'autoroute Félix-Leclerc, on sait, sauf erreur, que c'est un des axes les plus congestionnés déjà à Québec. Comment vous entrevoyez la suite de faire peut-être atterrir davantage de véhicules dans cet axe-là? Ça va être quelque chose, j'imagine? Bien, tout à fait. Là, on le dit depuis tout à l'heure, vos collègues qui posaient différentes questions sur différentes options de tracé ou de corridor, peu importe où on s'installe, il va y avoir des défis. Alors, la prise en compte des aménagements qui vont être requis pour atterrir, pour venir s'insérer, que ce soit via l'axe de Pierre-Bertrand ou Robert Bourassa, et des mesures et des réaménagements que ça va nécessiter, bien, ça aussi, ça va faire partie des intrants pour la définition du tracé, puis ça va devoir être pris en compte. Il y a déjà beaucoup de monde qui circule dans ce coin-là. Sur Pierre-Bertrand, on le disait tout à l'heure, je pense avec M. Lecavalier ou en tout cas avec d'autres, il y aura des défis aussi d'une autre nature si on s'installe là. C'est pour ça qu'il faut continuer de planifier, sur la base aussi des travaux qu'on va être capable de faire dans notre corridor. On va avancer au fur et à mesure et au final, dans la balance de tous ces éléments-là qui sont contraignants, quelle que soit la solution qui sera retenue, on va prendre la meilleure solution au meilleur coût. OK, très rapidement sur l'aspect budgétaire, là, je veux juste revenir sur la question du plafond parce que je comprends que vous allez nous revenir pour le budget cible que vous l'appelez quelque part à l'automne, mais le plafond qu'on soumet, peut-être comme gouvernement, ça n'a rien à voir avec ce que ça va coûter. Est-ce que vous, c'est sky is the limit pour ce qui est du budget? Il n'y a pas un plafond au-delà duquel vous dites, en raison de l'état des finances publiques actuelles, on ne peut pas aller au-delà de ça? Bien, en raison de l'état des finances publiques actuelles, puis en raison des finances publiques, point. Quel que soit leur état, il faut toujours faire les meilleurs projets au meilleur coût. Alors c'est pour ça, entre autres, qu'on a fait la loi sur les modes collaboratifs. Là, je ne vais pas vous refaire toute la genèse, mais quand je suis arrivée au transport, un des constats que j'ai fait rapidement, c'est la complexité puis les coûts de faire des projets d'infrastructure. Donc, on a travaillé, puis avec mon collègue du Trésor, Jonathan Julien, il a fait adopter sa loi l'année dernière pour qu'on puisse faire du mode collaboratif. C'est le moyen, parce qu'il y a plein d'éléments sur lesquels on n'a pas de contrôle, le coût des matériaux, le coût de la main-d'œuvre, parce qu'il y a moins de main-d'œuvre, etc., les déplacements, les chaînes d'approvisionnement, tout ce qui se passe avec Trump, ça, c'est des choses qu'on ne contrôle pas directement. Mais une des choses sur lesquelles nous, on a du contrôle, c'est notre propre efficacité puis notre propre façon de réaliser nos projets ici au Québec, avec nos règles puis nos affaires. Alors ça, on l'a modernisé avec la loi 62. On va faire du collaboratif avec le troisième lien. Et pour nous, ça, c'est un moyen direct de faire baisser les coûts des projets, ou disons de payer un prix plus juste pour les projets en ayant moins de risques à assumer, donc moins de dépenses associées à des risques qui se manifestent en cours de projet, puis en respectant les échéanciers parce qu'on travaille tous ensemble, comme je l'expliquais tout à l'heure, parce que souvent, quand il y a un dépassement d'échéancier, souvent, ça finit par coûter plus cher aussi. Donc, en respectant ton échéancier, tu te donnes le maximum de chances de respecter aussi tes coûts puis de payer le prix le plus juste possible pour le projet. C'est ce qu'on va faire pour le troisième lien. Avant d'aller en anglais, une petite question Hydro-Québec, je pense. Oui, Madame la vice-première ministre, l'impact du départ de Michael Sabia et qu'est-ce que vous retenez de son passage à Hydro-Québec? Bien, M. Sabia, évidemment, il prend ses décisions, il fait ses choix de carrière et tout ça. Alors moi, j'accueille ça avec beaucoup de respect, là, puis je trouve ça heureux pour lui s'il est heureux de son propre choix. Évidemment, il y a eu un passage marquant parce que vous connaissez l'ampleur des plans de développement qu'on a avec Hydro-Québec, du plan d'Hydro-Québec. Il a déposé son plan, donc toute la construction, ce qu'on est en train de faire aussi pour, bien là, je pourrais vous mentionner d'ailleurs notre premier ministre qui était à Saskatoon dernièrement. Donc, la ligne de transport d'électricité a fait partie des projets prioritaires qu'il a mentionnés là-bas. Mais pour revenir à Hydro-Québec, donc tout ce qu'on a comme plan pour développer la production d'électricité puis aussi augmenter la production des barrages actuels.
Alors, tout ça est extrêmement emballant, puis surtout est extrêmement nécessaire. La rareté, la transition énergétique, mais la rareté énergétique, en ce moment, on a plein de projets de développement économique qui ont besoin d'électricité, mais alors qu'on est en surplus énergétique, là, juste avant qu'on arrive au gouvernement, on est en surplus énergétique, souvenez-vous. Et là, on disait qu'il faut trouver des moyens d'écouler nos surplus, puis de faire bénéficier à d'autres États. On a un contrat avec l'État de New York. Donc, il y avait ces surplus-là, puis il y a comme personne qui gérait ça, ou en tout cas, on était en surplus d'année en année. Et là, maintenant, c'est l'inverse. En électrifiant puis en ayant des projets, des entreprises qui ont des projets qui veulent venir faire leurs projets ici, on se retrouve avec le beau problème de devoir les fournir en énergie, donc de devoir augmenter notre capacité. Et ça, avec M. Sébion, on l'a beaucoup travaillé. On a le plan qu'on a actuellement. Donc, moi, je salue tout ce qu'on a pu faire ensemble depuis je ne me rappelle pas, il est arrivé quand, mais il y a 1 an, 2 ans au moins, c'est ça. Donc, alors, je salue le travail qu'on a fait avec lui et lui souhaite bon succès pour la suite au fédéral. Maintenant, en anglais, avec quelques questions. Katsuni CBC, Minister Guilbeault, you're announcing a very preliminary route, like a proposed route today. But at the same time, you say that the third link is at a crossroads. Can you explain me why? What do you mean? Yes, well, today I am announcing this corridor. Do you prefer corridor and Or route for the more proposed route. Okay, so we are announcing the proposed route that you see today because we were analyzing, as you probably remember, 4 different possibilities. And on the basis of the analysis that we made, this is the best one because mainly of the possibilities that it offers for the safety, commercial and economic safety, economic development for both regions of Capitale-Nationale and Chaudière-Appalaches, which are the main factor why we need so much this third link. And if you saw maybe earlier this week, there was a survey that was made by the Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, which has 22,000 members here in Quebec, and 64% of those small and medium enterprises said that for them it is urgent that we build the third link. So it is obvious for us that we need this third link. 70% of the citizens of the Capitale-Nationale and Chaudière-Appalaches want the third link. So for us, it is obvious that we need to build the third link. But when I said that it was at the crossroad, it is because at the National Assembly, we, the CAQ, are the only political party at the National Assembly who is aware of the necessity of building a third bridge and who is doing it, who wants to realize and build this third link. At last, the Liberal Party, Québec solidaire, and Parti québécois are against the third link. They laugh at it. They say that it's not serious, that we don't need it. So when they do that, they mock 70% of the population of the Capitale-Nationale and Chaudière-Appalaches, which I think is weird, especially for the parties who have deputies in the region. But nevertheless, we are working on it. It is crossing steps that it never crossed before, this project, because everything that we did for the last year, whether it's the interest call that we made last fall, and 23 enterprises said they were interested in working on this project. It was the first time that we took the project out of the Ministère des Transports of the government of Quebec, and we said to the international market, we are building this bridge. Are you interested to work with us? This was the first time. We made the Porte Ouverte, open doors, for the population of Lévis and Quebec in last February. 514 people came, and they were very interested, very pleased with that. It was the first time that we took out of the government and we go to the population and present it and explain it. It was the first. And today, and I said in February, the next step is the announcement of the route that that is privileged for the installation of the third link, and it is today. So another first step that is crossed today for the realization of the third link. I remember last year, everything was about a bridge on the east part. Now it's west. Why? Why you are now focusing on west? It's more central, and it is in the eastern part. It is more eastern than western. If you compare to like the corridor number 1,
which was really close to the actual bridges. So we are more in a central position, which is intelligent, because if you see, maybe you have the card with the industrial and commercial zones that we put on the cards on the south and north shores, and you see that this place, the number 2, the route that we are announcing today, it is very intelligent to put it there, because already there are a lot of people and enterprises and industries that are installed there. So for them, when we speak about being able to transport merchandises, people, workers, to develop, and also to, we are in an era with the arrival of Mr. Trump that we want to, take off the boundaries and make more commercial exchanges with other provinces. We want the kind of a libre-échange. Free trade inside of Canada. So we have to make sure that we have the proper infrastructures to be able to serve those ambitions, and that we are not stuck with the problem where the Pont-Pierre-Laporte is closed and we are not able to have all those commercial exchanges. A truck will be able to drive into the tunnel? Yes, of course. But yes. Not dangerous goods. No, because it is forbidden in a tunnel, but it is such a small part. It is like 6% of the whole merchandises transportation. So they will have to stay on the Pont-Pierre-Laporte. And my last question is, there are a lot of Quebecers that are really tiring to see that hospitals are not in a good state. And now you're moving forward with a third link, with a preliminary route. Don't you think that this obsession of the CEQ for the third link may get you to lose ground in the next election with citizens outside of the greater Quebec region? Because there are other priorities. Yes, but never before in the history, the whole history of the nation of Quebec, never before a PQI plan, Quebec plan for infrastructure, so the plan that we have on the next 10 years, the investments that we will put in the infrastructures, in the whole park of infrastructures, including hospitals, never before a government has invested more than us in its infrastructures, including hospitals, roads, schools. We have $165 billion of investments projected in the next 10 years. And only this year's 19 billions. We have about, I would have to check, but I'm sure pretty much around 35 projects of hospitals that are being built as we speak. So never before a government has made more for the infrastructures, because we have to live with the fact that the previous governments didn't invest enough. They just let go of that, built new infrastructures, don't take care of the actual infrastructures. So now we are stuck in a position where we have to make a lot of work on the actual infrastructures, and we build new ones for the people who need it. And this third link, we need it for the safety of the economy, of the development of the regions. We have been talking about it for decades now. We are the only political party who has a chance to do it, and we are doing it. Kevin Doherty, Quebec Chronicle Telegraph. You spoke to Madame Freeland the other day. There are two projects, the tramway. First of all, Ottawa promised 40%. They've talked about 1.4 billion. It's now more like 3 billion. Did she make a commitment on that? That's the first part of the question. The second part of the question, did you talk about financing for the Troisième Lien as well? Yes, I just want to make sure that I heard you well for the first part of the questions. You talked about the 40% yes, commitment? no, for the tramway, they were, I believe, they committed to 40%, and that was 1.4 billion at the lower cost. Yes. But it's gone up now, so it's 7.6 billion. So it should be 3.04.
Yes, exactly. I'm sorry, I didn't hear well. That's exactly what you see. It's like $1.44 billion that have been committed by the federal government, and we need more to achieve the 40%. So this is, yes, to answer your question, yes, I talked to her about that, and also about the 40% for the Blue Line in the metro, and also for the third link. I said, you know, we have a lot of important projects, and she talked to me about Lac Mégantic, because it was like, we pay for that, but in exchange, they are supposed to pay 40% of both projects. So we kind of had, you know, I would say a macro conversation about that, but we agreed that we should meet this summer in person and be more specific in details about those projects. But she wants to collaborate, and she seems to be very happy to work with us. So you're optimistic then that the Ottawa may contribute, because previously they said, you know, we want a transit component. You talk about buses would that make it? Would that satisfy them? Having buses Well, at this point, nothing is excluded. We will have a more definite project later, and their answer is always pretty much, we will wait to see the project. So we will show them the project when it is a little more advanced, but whatever the project is, we expect that they contribute, because it is so important for the economy. We have a new prime minister now, Mr. Carney. I'm sorry, there's a fly always coming close to my mouth. We have the new prime minister, Mr. Carney, who wants to build a strong economy for Canada. And as I said earlier, it is so important that we take off boundaries and we are able, you know, to move the merchandises, to move the people, to move the workers, the students. Everyone has to be able to move within Canada. And for that, we need infrastructures, proper and efficient infrastructures, including a third link here in Quebec. Merci. In the eastern of the province of Quebec, eastern part. Merci à tous. Je vous souhaite une belle journée, un bon retour. Merci.